Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch et le label Vauplus certifié d'ici, qui garantit l'origine des produits du terroir vaudois, présente Agriculture durable. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Agriculture durable, l'émission qui se penche sur les enjeux de l'agriculture du 21e siècle. Aujourd'hui, nous allons parler de recherche agronomique au travers du cas de la betterave et vous allez le voir, d'une part, elle fait face à l'augmentation des ravageurs et puis d'autre part, à la disparition de certains produits phytosanitaires. Alors comment résoudre cette équation? C'est ce que nous verrons dans le dossier du mois. Dans notre rubrique de la fourchette à la fourche plein feu sur le chou, et puis nous poserons la question dans le fact-checking des surfaces de promotion de la biodiversité avant de partir faire un tour dans les marchés de Noël de la région. Ce sera le rendez-vous agricole du mois. Voilà pour le sommaire. Il est temps maintenant d'aller rencontrer nos invités. Bonjour à toutes et tous et bienvenue d'être avec nous aujourd'hui. On est très heureux de vous accueillir ici sur le plateau. Je vais commencer par vous, Simone de Montmelin. Vous êtes conseillère nationale PLR Genève, ingénieure œnologue et membre du conseil d'administration de Sucre Suisse SA. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous de l'invitation. Sur ce plateau aujourd'hui, nous avons aussi Étienne Bucher, chercheur en amélioration des plantes pour l'Agroscope. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis Christian Eberhardt, adjoint de direction de Prométer et secrétaire de la Commission vaudoise de l'économie sucrière. Bonjour Mélanie. Bonjour et merci à vous d'être avec nous aujourd'hui encore, puisque ce n'est pas la première fois que vous nous accompagnez sur ce plateau, Christian. Alors aujourd'hui, on parle de recherche agronomique et notamment du cas de la betterave. J'aimerais peut-être juste pour poser le cadre, Étienne, qu'on explique en quelques mots, qu'est-ce que c'est que cette recherche agronomique? Ça comprend quoi exactement? La recherche agronomique, c'est très large. Il y a des pratiques culturales, mais aussi la sélection des variétés et des plantes. Donc il y a beaucoup de niveaux où il faut agir, où il faut faire de la recherche pour améliorer, pour réduire l'utilisation de produits phytosanitaires, par exemple. Voilà, c'est ce qui va nous occuper aujourd'hui. Cette discipline, on imagine évidemment qu'elle a beaucoup évolué, notamment avec les découvertes scientifiques des dernières décennies, et notamment en matière de génétique. Est-ce que c'est le cas, Étienne? Tout à fait, c'est le cas, pour deux raisons. Parce que d'un côté, maintenant, on connaît tous les gènes qui existent dans une plante, et de l'autre côté, on a des nouveaux outils qui nous permettent d'aller modifier ces gènes d'une manière très spécifique. Donc Christian, une grande évolution, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, cette évolution, elle est même relativement beaucoup plus rapide que celle de la société, de l'acceptance qu'il peut y avoir dans la société vis-à-vis de ces progrès. Ce qui peut poser des problèmes? Ça pose des problèmes de pouvoir faire finalement avancer ce que la science permet de découvrir. Et c'est peut-être aussi une évolution qui va peut-être un peu trop vite à l'échelle humaine. On a, historiquement, c'est les agriculteurs qui sélectionnaient des plantes, et puis aujourd'hui, c'est confié à des instituts publics ou privés ou à des grands groupes qui nécessitent des moyens énormes. Et c'est aussi peut-être un des défis qui se posent à la recherche. Alors regardons aussi le point de vue politique, parce que vous le représentez aujourd'hui, Simone. Le projet politique en matière de recherche, c'est lequel? Alors au fond, vous savez que la Constitution est dotée d'un article sur l'agriculture qui dit que l'agriculture doit assurer ou contribuer à assurer notre sécurité en approvisionnement. Approvisionnement alimentaire, ça veut dire notre production agricole. Et pour atteindre cet objectif, il faut lui donner des moyens, notamment en matière de recherche. Et cette recherche agronomique en Suisse, elle est publique. Elle est réalisée par l'Agroscope, qui est un secteur de l'Office fédéral de l'agriculture, en tout cas sous sa responsabilité, et qui doit répondre à des attentes politiques pour atteindre cet objectif, non seulement en matière de production, ça effectivement, on veut une production durable à la fois sous l'angle économique, on doit avoir une agriculture compétitive et concurrentielle, mais également sous l'angle environnemental, elle doit préserver durablement les ressources et l'environnement, et puis effectivement également aussi sociétalement, on doit avoir une alimentation qui réponde en termes de qualité à tous les standards les plus élevés. Et donc en termes de politique publique, on va
bien déployer des ressources pour que cette recherche agronomique atteigne ses objectifs. Et là, effectivement, aujourd'hui, nous sommes face à des dilemmes, notamment en termes de sécurité d'approvisionnement. En Suisse, nous n'avons jamais eu faim, mais nous savons et nous voyons très bien partout ailleurs dans le monde les difficultés en matière de production agricole. L'évolution du climat est une des problématiques. La démographie en est un autre. On a aussi des problèmes géopolitiques qui fait que les approvisionnements, ou en tout cas les filières d'approvisionnement, ne sont plus aussi sûres. Et donc, il est de notre devoir de développer en Suisse des méthodes de production et des variétés qui répondent à ces enjeux pour assurer notre approvisionnement. Alors, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite, Simone. Quelle est la meilleure variété pour un milieu donné? C'est la question à laquelle la recherche agronomique doit répondre tout en étant concurrentielle, on l'a bien compris, ce qui n'est pas nécessairement évident. On a choisi de nous pencher sur le cas de la betterave, comme vous l'avez compris, comme je vous le disais en début d'émission, en vous expliquant comment fonctionne la sélection variétale avec notre expert Basile Corna-Musa, responsable du centre betteravier de Moudon. Alors, le but de la sélection variétale, c'est d'améliorer les caractéristiques d'une espèce en particulier, qu'elle soit végétale ou animale. Et puis ça peut être des caractéristiques très différentes, ça peut être un objectif de rentabilité, de productivité, mais également de qualité. Ça peut être un objectif aussi esthétique. Et puis également qu'elle soit adaptée finalement à l'environnement, au milieu dans lequel elle va devoir s'établir, elle va devoir vivre. Alors la sélection variétale, elle est relativement facile, c'est très long, mais c'est facile quand l'environnement change peu. Et puis qu'on a finalement des variétés qui sont très bien adaptées au milieu, et puis que ce milieu, il change peu. Parce que finalement, on a juste à améliorer un petit peu les caractéristiques probablement de productivité, par exemple. Et puis on a l'avantage en betterave sucrière d'avoir une plante qui, aux yeux de l'agronomie, est très jeune et très récente. Donc on arrive assez facilement à améliorer ses caractéristiques de rendement. C'est pour ça qu'une variété de betterave sur une liste variétale, elle va faire quelques années, 2-3 années, et puis ensuite il y aura de toute façon une nouvelle variété meilleure qui va la dépasser puis qui va la remplacer. Ça, c'est si les conditions du milieu ne changent pas. Par contre, quand il y a un élément perturbateur externe, par exemple un ravageur, une nouvelle maladie ou des conditions météo qui changent drastiquement, là, il y a toutes les cartes qui se redistribuent parce que probablement que le matériel génétique qu'on avait dans un certain milieu, il ne sera plus du tout adapté. Donc finalement, on doit tout recommencer un petit peu à zéro et puis trouver d'abord les souches et la banque de données génétiques qui va faire en sorte que les variétés vont répondre à cette problématique qui débarque, sans pour autant perdre tous les aspects positifs de rentabilité, de productivité qu'avait l'autre variété et les autres variétés. Et c'est ça finalement le défi auquel fait face aujourd'hui la Suisse en matière de betterave et principalement la Suisse romande, parce qu'on a justement beaucoup de ces éléments perturbateurs externes qui s'accumulent. Alors la différence entre les nouvelles méthodes de sélection, dont la plus connue c'est le CRISPR-Cas9, et puis l'ancien génie génétique, c'est qu'avec les nouvelles méthodes de sélection, on va rester à l'intérieur d'une même espèce. Tandis qu'avant, avec les OGM ou l'aspect transgénique, on pouvait prendre un gène, par exemple, d'une variété de tomates pour l'intégrer dans une variété de pommes de terre, parce que peut-être qu'elle pouvait combattre une certaine maladie qui avait les deux plantes en commun. Avec les nouvelles méthodes de sélection, on reste à l'intérieur d'une même espèce, donc ça veut dire que pour améliorer une variété de betterave, on va se concentrer sur d'autres espèces et d'autres banques génétiques d'une même betterave. C'est ça la grande différence. Alors il faut environ 15 à 20 ans pour développer une nouvelle variété, parce que si on part du principe qu'on a à faire face à un nouveau élément perturbateur, il faut déjà trouver parmi le million de banques de données qu'on a, une variété ou plusieurs variétés qui vont pouvoir être plus performantes face à ce ravageur. Mais par contre, la productivité de ces variétés-là, probablement, sera insuffisante. Donc ça veut dire qu'après, on doit les croiser avec des variétés qui nous paraissent intéressantes au niveau agronomique. Et ça, finalement, ça prend énormément de temps et plusieurs générations pour qu'on ait finalement que les aspects positifs des deux lignées qu'on veut assembler entre elles.
On voit donc dans ce sujet que la sélection variétale, c'est vraiment quelque chose de capital. Étienne, est-ce que ça fait longtemps que cette pratique existe ? Oui, ça fait assez longtemps en fait. Ça fait depuis 10 000 ans qu'on a la domestication. Mais en fait, les croisements, de choisir des variétés, de les combiner, comme M. Cornemuse vient de l'expliquer, en fait, ça c'est assez récent, ça fait que 100 ans qu'on le fait. Et en fait, comme il a expliqué, si on croise avec, par exemple, une ancienne variété, mais intéressante parce qu'elle est résistante, eh bien on perd ces 100 ans de travail qui ont été faits. Donc il faut remonter le temps chaque fois. Et donc là, on perd beaucoup de temps, et c'est là où il y a un grand avantage avec les nouvelles méthodes de sélection qui ont été récemment développées. Bon, c'est vrai qu'on est face à un défi, ça on l'a bien compris. Vous le disiez tout à l'heure, Simone, il y a des critères concurrentiels, durables, efficaces. Justement, ces critères vers lesquels la recherche s'oriente, c'est quoi? C'est la qualité, c'est la résistance, c'est la productivité? Peut-être l'œil scientifique peut répondre. En fait, c'est une balance difficile à prendre, parce qu'on veut une bonne résistance pour utiliser moins de produits phytosanitaires. D'autre côté, on veut une bonne qualité et on veut un bon rendement. Et en fait, ça, c'est l'art du sélectionneur, c'est de bien balancer les trois facteurs. Il y en a même d'autres. Et chaque fois qu'on en rajoute un autre facteur, on réduit l'efficacité avec les anciennes méthodes de sélection. Alors, est-ce qu'on n'est pas justement dans une équation qui est un peu compliquée à résoudre, parce qu'il y a des demandes du côté politique, il y a c'est pas des demandes, mais il y a des nécessités du côté scientifique. Comment est-ce qu'on trouve cet équilibre entre ces deux niveaux, Simone? Bon, alors il y a toujours des priorités à mettre. Lorsqu'on fait un programme de sélection, on se met des priorités. Parfois, ce qu'on obtient n'est pas tout à fait ce qu'on avait imaginé au départ, mais ça répond à d'autres critères. Là, l'objectif prioritaire, je dirais, qui occupe le politique depuis un certain nombre d'années, c'est la question des risques liés à l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc, c'est à propos des résistances contre certaines maladies ou certains ravageurs que l'axe de recherche sera probablement mis, mais c'est évident que parmi toutes les options et tous les essais qui seront effectués, eh bien, seront retenus les candidats ou les individus qui auront aussi d'autres propriétés, parce qu'effectivement, on ne peut pas simplement être résistant à une maladie puis qu'à la fin, eh bien, la betterave n'ait pas de sucre ou qu'elle ait des rendements tellement dérisoires que finalement, elle est inutilisable. Donc c'est au fond cette approche multidimensionnelle qui doit toujours prévaloir, avec des priorités, et en sachant qu'aussi aujourd'hui nous avons des moyens d'investigation, des moyens aussi de développement qui sont beaucoup plus larges que ce que les sélectionneurs faisaient ou avaient à disposition il y a 100 ans. Alors justement, on entendait dans le sujet cette fameuse méthode quasiment imprononçable, le CRISP-Cas9, c'est pas facile, pour un journaliste, c'est un peu un piège. Il y a un côté finalement un petit peu apprenti sorcier, j'ai envie de dire, Christian. Avant, on pouvait faire certaines choses, aujourd'hui, on utilise d'autres méthodes. Ce génie génétique qui mélange les ADN, cette nouvelle méthode CRISP-Cas9, il faut focaliser sur quoi aujourd'hui ? Alors, il faut peut-être se focaliser sur quelque chose qui rétablisse une confiance avec le consommateur, parce que le troisième critère principal que doit aussi atteindre un sélectionneur dans les variétés, c'est que ça corresponde au marché. Et le marché est déterminant dans notre politique agricole pour finalement ce que les agriculteurs vont planter, vont cultiver, vont produire. Et aujourd'hui, le consommateur, il demande de la transparence. Alors, le consommateur demande de la transparence. Le consommateur a été un petit peu influencé de manière très négative s'agissant des OGM à cause des expériences, les premières qui ont été menées, parce qu'elles entraînaient des effets plutôt collatéraux. Ce n'est pas les OGM en eux-mêmes qui étaient problématiques, mais plutôt les façons de les produire qui avaient des effets négatifs. Et ça a été extrêmement médiatisé, et ça a donné ce manque de confiance. Aujourd'hui, on a cette problématique du marché, du consommateur, qui doit évidemment être aussi prise en compte. C'est quelque chose qui va certainement évoluer avec le temps, pour autant qu'on n'ait pas une diabolisation permanente pour des raisons politiques parfois, pour des raisons un peu dogmatiques de ces nouvelles technologies. Dans le domaine médical, par exemple, ces questions ne se posent absolument pas. On utilise
utilisent ces méthodologies sans restriction aucune, je dirais, de la part du consommateur. C'est vrai qu'il est encadré. Il est moins au courant aussi. Hein. Voilà. C'est un petit peu plus complexe que ce qu'on ingère, je vais dire. Alors, on va aller voir maintenant sur le terrain comment ça se passe, avec l'exemple d'un agriculteur traditionnel à Valamand, ainsi qu'un agriculteur bio du côté de Cran. Tous deux producteurs de betteraves, ils utilisent des méthodes différentes pour répondre aux impératifs donnés. Regardez. On est à Valamand, sur le domaine des FAT, chez Nicolas et Raphaël Vincent. On exploite un domaine agricole de grande culture avec de la betterave, des pommes de terre, du colza, du maïs, des céréales, de la vigne et des surfaces de promotion de la biodiversité. Sur notre domaine, on produit de la betterave depuis toujours. On a quand même notre travail qui a passablement changé avec les aléas climatiques quand même, des ravageurs qui sont venus supplémentaires et clairement la diminution de matières actives en phytosanitaire qui nous augmente le risque finalement qu'on a chaque année avec une diminution de la protection de nos cultures. C'est pour ça qu'on doit pouvoir trouver des solutions qui sont possibles avec les impératifs qui nous sont donnés, parce que clairement cette diminution de matière active phytosanitaire a été choisie par le politique et la population. Ici à Cran, nous avons une exploitation avec 3 associés. Nous produisons en bio depuis 2018 des grandes cultures avec essentiellement la betterave, du colza, du blé, du maïs, du soja, un secteur avec des vaches allaitantes et de la viticulture. Pour produire de la betterave bio, nous n'avons donc pas accès aux produits phytosanitaires pour garder notre culture sans mauvaises herbes. C'est pourquoi nous avons utilisé une nouvelle méthode qui est la plantation des betteraves. Nous utilisons des plantons qui sont à un stade de 4 à 6 feuilles au moment de la mise en terre, ce qui nous permet d'arriver à maintenir notre culture sans mauvaises herbes avec des moyens de désherbage mécanique. Avec ce système, nous avons donc créé un décalage de stade entre la betterave et les mauvaises herbes qui vont commencer à pousser après la plantation. Et c'est pour cela que nous avons utilisé cette méthode de plantation de betterave. Les avantages de la plantation de betterave nous permettent de pouvoir utiliser notre matériel de désherbage mécanique, de limiter l'utilisation de la main-d'œuvre afin de la désherber, et autre avantage lié aux ravageurs, le fait de démarrer avec des plantons 4 à 6 feuilles ne sont plus sensibles aux dégâts de limaces et de l'altise. Donc les agriculteurs biologiques ont les mêmes variétés à disposition que les producteurs de betteraves traditionnels, à savoir Agroscope et le CBS font de la recherche chaque année afin de nous permettre d'avoir les meilleures variétés à disposition. Dans notre système de production, donc avec de la betterave plantée, il est nécessaire aussi d'obtenir plus de moyens afin de perfectionner notre système de production et de réussir à obtenir des rendements productifs dans notre méthode de production biologique. Je fais partie d'un groupe de recherche indépendant qui s'appelle le JIREB et qui nous permet de faire des essais on-farm sur nos exploitations afin de perfectionner notre méthode de production. Ce qu'on attend de la recherche et de la technologie, c'est d'avoir quand même des variétés qui sont adaptées à nos conditions et finalement qu'on puisse continuer à produire avec les impératifs qui nous sont donnés. En tant que président de la Commission vaudoise d'économie sucrière du canton de Vaud, je vois plein de choses, des solutions qui nous sont apportées, de la recherche qui avance, des gens qui travaillent d'arrache-pied pour arriver justement à ce qu'on puisse produire de la betterave dans les conditions qui nous sont imposées. La Suisse, c'est le premier pays qui produit de la betterave avec aussi peu de produits phytosanitaires.
Ouais, on voit bien dans ce sujet que les attentes vis-à-vis de la recherche sont très très élevées. Étienne, est-ce qu'il y a une recherche qui va assez vite et est-ce qu'elle est assez dotée financièrement pour pouvoir répondre à ces attentes? Donc d'un côté, je dirais que la recherche avance très très vite. De nombreux problèmes chez la betterave, en fait, on pourrait les résoudre très facilement avec des nouveaux outils qu'on a à disposition. Pourquoi vous dites on pourrait? Et ça veut dire qu'on ne le fait pas alors? C'est juste. Donc, concrètement, pour la jaunisse, là, on a des systèmes basés sur des ARN de virus qui rendent les plantes complètement immunisées contre les virus. Et donc, on n'aurait plus besoin de certains produits phytosanitaires. C'est des insectes qui transmettent les virus. Et donc là, on a déjà des solutions, mais c'est des OGM. Okay. Donc, on ne peut pas les utiliser en ce moment. Mais pour moi, en tant que scientifique, le problème est résolu. On a une solution. Pourquoi continuer à faire de la recherche dans cette direction-là si on a une très très bonne solution qui est très très efficace? Mais je veux dire, pour la recherche en sélection, j'ai lu une fois que pour chaque franc qu'on investit dans la sélection, on a un retour de 10 francs. Donc je pense que c'est un très bon investissement parce que ça a des impacts pas seulement pour l'agriculteur, mais aussi pour toute la filière. Donc il faut une vision à long terme, en fait, c'est ça que vous dites. C'est ça qui est très important. On ne peut pas regarder sur 4 ans, 5 ans. Si on décide aujourd'hui d'arrêter certains produits phytosanitaires, pour répondre, le sélectionneur, il met 15 ans pour faire une nouvelle variété. Donc il y a toujours ce décalage. Alors on disait aussi dans le sujet, la Suisse, c'est le premier pays qui produit de la betterave avec aussi peu de produits phytosanitaires. Comment est-ce que la Suisse se positionne par rapport à l'Europe, Christian, dans ce domaine? Alors au niveau de la protection phytosanitaire, on a une évolution dans la production de betteraves en Suisse qui est une réduction volontaire en quelque sorte de l'utilisation des produits phytosanitaires grâce à un certain nombre de mesures fédérales ou cantonales qui vont dans cette direction. Il y a également le marché qui a aussi fait une demande, je dirais, de produits, on appelle ça IP suisse, qui déclenche finalement cette production. Ça a quand même comme effet d'avoir une production qui diminue. On a moins de producteurs, moins de quantité produite, moins de quantité de sucre produit. Donc c'est pas complètement, cette extensification en quelque sorte n'est pas complètement non plus sans effet sur la capacité de produire. Donc ça, il faut être conscient que c'est des choses qui vont ensemble. Maintenant, par rapport à l'Europe, au niveau de la filière elle-même, de la betterave, on a besoin, et c'est actuellement le cas, d'une protection à la frontière pour la betterave. On pourrait très difficilement être en concurrence totalement libre avec l'Europe au niveau des coûts de production, au niveau des conditions dans lesquelles sont produites les betteraves. On a des parcellaires chez nous, des tailles d'exploitation qui ne sont pas du tout comparables à ce qu'on peut trouver notamment dans l'Est de l'Europe, les grandes plaines. Oui, on se doute que les conditions sont un petit peu différentes. Je me tourne vers vous, Simone. On parlait de ces fameux OGM. On sait qu'il y a le moratoire sur les OGM qui se terminera en 2025. Au niveau du front politique, comment est-ce que le développement de ces nouvelles techniques est-il perçu ? Alors nous avions déjà tenté de séparer au fond ces nouvelles techniques des anciennes, puisque comme dans tous les domaines, et en particulier dans le domaine du génie génétique, les évolutions sont extrêmement rapides. On ne peut plus parler aujourd'hui du génie génétique comme on en parlait il y a 20 ans au moment du moratoire. Et donc notre objectif, c'est de traiter différemment les techniques qui aujourd'hui n'ont pas la même invasivité, donc ils ne mélangent pas les gènes de différentes espèces. Une vision différente. Une vision différente pour pouvoir tirer profit de ces nouvelles techniques et donner les réponses que les producteurs attendent, parce qu'on leur enlève des moyens de protection, mais on ne leur donne pas de réponse pour continuer à travailler, sinon des compensations financières lorsqu'il y a des pertes. Et puis comme cela a été dit, nous avons besoin en Suisse de 20 000 hectares pour assurer un approvisionnement de sucre suisse qui répond aux exigences environnementales attendues par la population. Et donc ces hectares, ils doivent pouvoir être assurés. Et c'est donc en leur apportant des réponses concrètes. Mais j'ai envie de dire, par rapport au débat que nous aurons au Parlement, tant qu'on a une alternative, eh bien, on ne cherche pas à devoir aller plus loin. Et cela a été dit aussi, lorsqu'on est malade et qu'un médicament existe, on le prend parce qu'on sait que c'est celui-là qui va nous sauver. Lorsqu'on a un problème avec une culture, eh bien, même si on a la solution, eh bien, on hésite à la prendre parce qu'on sait qu'on a toujours une alternative. Donc je pense que le grand débat sera, bien, un jour, nous n'aurons plus d'alternative parce que nous devrons assurer nous-mêmes une bonne
bonne partie de l'approvisionnement de notre alimentation et ça passera par les nouvelles techniques de génie génétique. Alors on va rester là-dessus et maintenant je vais vous proposer d'aller faire un tour du côté de notre légume du mois qui fait rarement partie des légumes préférés des enfants, il faut bien le dire, hein. Mais il est malgré tout extrêmement riche en vitamines et minéraux, ce qui en fait l'allié des mois d'hiver et c'est aussi l'un des seuls légumes à pouvoir se targuer de se retrouver en si grande quantité dans une saucisse. Vous l'avez bien évidemment reconnu, il s'agit du chou. Dans une saucisse au chou, on a environ 30% de chou. Avec 1 kg de chou entier, frais, on va confectionner 2 saucisses au chou, ce qui est une proportion très élevée de végétal dans une saucisse. Le chou, en fait, c'est un légume hyper riche en une multitude de vitamines et de minéraux. C'est un concentré, en fait, que les anciens connaissaient très bien, qui a été un petit peu oublié, et aujourd'hui, c'est le grand retour de la famille des choux. C'est un produit que les consommateurs aujourd'hui plébiscitent pour le côté santé. Bienvenue au domaine des Lovresses, où l'on cultive des légumes. Des légumes sous abri comme les tomates, des légumes en plein champ comme les patates douces, les pastèques, les melons, les raves, les betteraves rouges et des choux. Dans la grande famille des choux, qui est très très large, vous pouvez trouver le chou de Chine, le chou rouge, le chou de Milan. Aujourd'hui, on va parler du chou blanc, le chou blanc de grande taille. Ce chou, à la base, c'est une graine qui est semée au mois de février dans des petites mottes pour en faire une plantation. La plantation va s'effectuer après les Saint-Glaces, aux environs du 20 mai, une fois qu'il fait plus très froid. Et à partir de là, le chou va pousser en plein champ tout au long de l'été. D'abord en faisant des feuilles, beaucoup de feuilles, beaucoup de feuilles. Et par la suite, le chou va commencer à pommer. Dans sa deuxième partie de vie, il va commencer à mûrir. Et c'est par la pommaison que le chou va commencer à blanchir par l'intérieur et devenir mûr avec un taux de sucre plus élevé. Et c'est justement ces valeurs intéressantes qu'on recherche. Ce qui détermine la récolte, on les tape au couteau. Quand ils résonnent creux, c'est qu'ils sont mûrs. S'il n'y a pas de résonance, c'est qu'ils sont encore de la feuille. Donc il faut qu'ils soient comme ça, bien mûrs, bien tendus, pour déterminer la récolte. La récolte se fait à la main, avec un couteau où on enlève une première couronne de feuilles avant le stockage. On laisse quand même une dernière couche de protection. On ne va pas jusqu'au blanc du chou pour qu'il soit protégé dans les palox que vous voyez. L'importance à la récolte, c'est de ne pas lancer les choux. Les choux sont très très tendus. Quand ils sont mûrs, ils peuvent éclater. Donc on les pose dans les palox pour éviter qu'ils s'abîment et qu'ils se conservent moins bien. Le chou, en général, on le laisse le plus tard possible au champ parce qu'un, il supporte les gels jusqu'à moins 2 degrés et il se conserve beaucoup mieux au champ à l'air libre. En chambre froide, il fait un petit peu trop humide et souvent la conservation est limitée. Une bonne conservation de chou va jusqu'à février-mars. Au-delà de ça, le chou n'arrive pas à être conservé. Une fois stocké, le chou peut être livré entier à nos clients ou plus particulièrement ici où on va s'occuper de toutes les étapes pour livrer un produit fini, prêt à l'emploi. Le processus, il se passe par une première étape où on va étronner les choux. Donc on va enlever la partie dure du tronc qui n'est pas très intéressante. Une fois avoir enlevé cette partie du tronc, nous allons couper le chou en morceaux avant de le passer à la cuisson. Le chou va être cuit 30 minutes. Ensuite, il va être sorti de la marmite de cuisson pour être refroidi ou pour stopper la cuisson très vite. Il ne faut pas laisser la cuisson continuer. Donc, on refroidit directement. Après avoir été refroidi, les choux vont être transférés dans le pressoir. Et dans le pressoir, donc, on va extraire 2 tiers d'eau environ pour obtenir un produit très sec qui se mélangera très bien avec le porc dans la saucisse au chou. Et après, 2 possibilités. Des livraisons en choux vrac, comme on peut voir ici, ou des choux livrés pasteurisés sous vide, en sac de 10 kg prêts à l'emploi pour le boucher.
Qui dirait non à un bon papé au poro? Simone, en tant que genevoise, vous le faites, vous le préparez, le papé au poro? Alors oui, je le fais, je le prépare et je le déguste avec un grand bonheur. Ça fait partie des plats quand même traditionnels de l'automne et de toute une région. Est-ce que vous connaissez son origine? Alors j'imagine qu'elle doit être très ancienne et répondre à une tradition puisque c'est une IGP, mais je ne connais pas l'origine. Alors ça remonte très très loin, à l'an 879 pour être précise, lorsque la famille de l'empereur de Germanie séjourna à Orbe. Comme la viande commençait à manquer, on a allongé la farce avec du chou et là est née la fameuse saucisse au chou que l'on connaît aujourd'hui. Quant à l'étape du fumage, elle est apparue au Moyen-Âge, donc c'est vrai que là aussi ça remonte quand même. Est-ce qu'on a un retour de la famille des choux, Étienne? Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'aujourd'hui c'est un légume qui revient sur le devant de la scène? C'est ce que je me demandais juste en voyant la partie là, parce que en fait, le but c'est de réduire la consommation de viande en global. Donc je me demandais s'il n'y aurait pas des solutions similaires comme ce qu'on a vu là pour d'autres saucisses, de réduire la quantité de viande qu'il y a dedans pour avoir déjà un impact environnemental. Et ça peut être du chou, ça pourrait aussi être peut-être d'autres produits qu'on peut utiliser. Si vous avez des idées, on est preneurs. Peut-être dans le domaine de la production. En fait, on a une augmentation de ces dernières années de la production de choux, mais plutôt dans les créneaux de brocoli et chou-fleur et pas tellement dans le chou blanc comme on l'a présenté. Bon, après, il y a de nombreuses variétés, voilà. Ça, il faut le dire. Mais ça, c'est la production. Après, la consommation, là, je n'ai pas de réponse là, sur la tendance du jour. Ce qu'on sait, c'est quand même que le chou se conserve mieux en terre que dans une chambre froide. Est-ce qu'avec les intempéries qu'il y a eu ces derniers temps, alors d'une part, on a eu beaucoup de sécheresse en été, maintenant de grosses inondations, comment est-ce que le chou navigue au milieu de ce temps, ces conditions climatiques qui sont en constante évolution? Alors, de manière générale, les plantes, quand elles sont en terre et qu'elles ne sont pas noyées ou asphyxiées par une inondation, vont se conserver bien mieux que lorsqu'elles sont récoltées en conditions humides. Donc, a priori, elles ne risquent pas grand-chose. Si les températures sont pas trop élevées, le chou va se conserver. Il faudrait juste éviter qu'il soit de manière prolongée dans l'eau. Pour éviter que ça pourrisse. Voilà. Étienne, au niveau scientifique, l'évolution des conditions climatiques, ça joue bien évidemment sur le choix de la diversité, justement ce choix de trouver la bonne variété pour survivre à ces nouvelles conditions. C'est le grand challenge qui va venir pour moi, c'est le réchauffement climatique. Parce que en fait, le réchauffement climatique, maintenant, il avance plus rapidement que nous, on peut sélectionner avec les méthodes classiques. Par exemple, le blé, on le récolte chaque année un demi-jour plus tôt. Depuis 40 ans, on a mesuré ça, on le voit, l'effet est flagrant. Donc, il faut qu'on se dépêche et il nous faut les outils pour répondre au challenge. On compte sur vous, c'est tout sur les épaules des scientifiques. Alors maintenant, nous allons parler des surfaces de promotion de la biodiversité. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? À quoi servent-elles et à quelles fins sont-elles utilisées? Et surtout, y en a-t-il beaucoup en Suisse? Bienvenue dans notre rubrique Fact-Checking. 19% de la surface agricole totale est constituée de surfaces de promotion de la biodiversité. Ce pourcentage paraît élevé, mais environ 90% de ces surfaces ne sont pas uniquement dévolues à la promotion des espèces et des milieux naturels, mais sont utilisées pour la production agricole, ce qui porte atteinte à leur qualité. Par ses propos affichés sur son site web, ProNatura omet de préciser que ce taux de 19% est pratiquement 3 fois supérieur aux 7% exigés par la Confédération pour bénéficier des paiements directs. Et s'il est vrai qu'une grande partie des surfaces de promotion de la biodiversité sont utilisées à des fins agricoles, il faut rappeler que l'on parle ici principalement de prairies et de pâturages qui servent à nourrir le bétail. Or, ces actions sont aussi bénéfiques puisqu'elles empêchent l'embroussaillement qui nuit à la biodiversité et aux espèces végétales rares et sensibles. Et ce que ProNatura ne dit pas non plus, c'est que les surfaces de promotion de la biodiversité de qualité 2, soit le niveau le plus élevé, ont été multipliées par 6 depuis 2002. Oui, l'agriculture sait combien elle a à gagner de penser sa production en harmonie avec la préservation de l'environnement. C'est dans cet esprit qu'elle ne cesse de questionner ses méthodes de travail pour les faire évoluer en faveur de la biodiversité. Christian, la législation demande 7% de surface de biodiversité. On voit que les agriculteurs suisses ont mis près de 3 fois cette surface en surface de promotion de la biodiversité. Pourquoi ? Alors, il y a des incitations par le biais des paiements directs pour ces surfaces-là, ces surfaces de compensation, la surface qu'on appelait de compensation, qui sont des surfaces de promotion de la biodiversité, bénéficient de contributions.
elle est aussi le reflet d'un engagement des agriculteurs en faveur de la biodiversité, notamment au travers des réseaux qu'ils ont constitués et financés pour une bonne partie eux-mêmes, qui permettent d'améliorer finalement la situation dans le territoire. Donc cette situation est très favorable par rapport à d'autres secteurs, comme au secteur urbanisé, où on n'a pas ces proportions-là. Et on s'en réjouit, en sachant quand même que ces surfaces-là sont exploitées de manière extensive et qu'elles réduisent la productivité, donc les possibilités aussi de revenus, en quelque sorte, des exploitations agricoles. C'est pour ça qu'il y a des compensations financières. Alors, Étienne, quand on parle de ces surfaces de promotion de la biodiversité, il y a aussi de la qualité. Qualité 1, qualité 2, ça veut dire quoi? C'est quoi la différence? Je connais très peu le sujet. Ah, voilà. Mais ce que je voulais rajouter, c'est que, en fait, moi, je vois un très beau, joli potentiel pour augmenter la biodiversité en fait, au champ. Donc, en fait, des cultures qu'on utilise. Et justement, là, les nouvelles méthodes de sélection qu'on a vont nous permettre d'augmenter la diversité des cultures et donc la biodiversité au champ productif. D'accord. Alors Christian, peut-être très rapidement, vous pouvez nous expliquer... Très schématiquement, la qualité 1, c'est je dirais une fonction d'extensification, réduction de pas d'intrants, d'engrais, de produits phytosanitaires, fauche tardive. C'est, je dirais, un standard de la biodiversité, la qualité 2. Elle résulte d'une qualité notamment floristique, supplémentaire, je dirais, en faveur de la biodiversité. Elles sont dans ces deux catégories parce que les contributions qui sont liées sont différentes. Sont différentes, d'accord. Simone, 19% de surface de promotion de la biodiversité dans l'agriculture suisse, et pourtant, celle-ci va sans doute combattre une initiative sur la biodiversité. Comment est-ce qu'il faut expliquer ce paradoxe? Bon, alors il y a eu beaucoup d'initiatives agricoles ces dernières années. On a eu les initiatives phyto, il y a eu les initiatives sur l'élevage intensif. Maintenant, il y a cette initiative sur la biodiversité. De fait, on constate qu'effectivement, les objectifs en matière de biodiversité peuvent toujours être améliorés, mais il n'y a pas toujours besoin de mettre un texte constitutionnel ou de modifier une base légale. Aujourd'hui, cette initiative vient en plus de ce qui déjà a été fait. On n'a pas besoin de modifier la loi pour pouvoir continuer à œuvrer en faveur de la biodiversité. Je pense qu'il faut également prendre en considération les efforts qu'ont déjà fournis les familles paysannes en la matière, qu'elles continuent à fournir, qu'elles continueront à mener au fur et à mesure des moyens qui leur seront octroyés. Et ce qu'elles souhaitent aujourd'hui, c'est pouvoir mettre en œuvre une amélioration de la qualité de cette biodiversité au sein des cultures. Ce qu'on ne veut pas, c'est cette tension, augmenter cette tension entre utilisation de surface uniquement pour la biodiversité et au détriment de la production alimentaire. Parce que l'objectif de l'agriculture, c'est de nourrir. Donc il faut trouver ce savant équilibre. Exactement. Mais on va terminer là-dessus. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir apporté vos lumières avec vos différents points de vue. On arrive, comme vous l'avez compris déjà, à la fin de cette émission. Le mois prochain, nous traiterons de cycles fermés en agriculture, un des principes de base pour une agriculture durable. On y revient. Mais avant de se quitter, je vous propose de revêtir nos tenues d'elfes de la mer et du Père Noël pour aller faire le tour des marchés de Noël du canton, de Villars à Vevey en passant par Lausanne et Montreux. C'est notre rendez-vous agricole du mois pour aller déguster les spécialités du terroir. Alors profitez de ces moments scintillants et rendez-vous le mois prochain pour la toute dernière émission de 2023. À très bientôt. Au revoir. Durant près de 2 mois, les principales destinations touristiques du canton de Vaud vibrent au rythme des marchés de Noël. Cette tradition bien implantée attire un public local ou étranger en quête de moments conviviaux à partager. Si tous les stands ne proposent pas que des produits locaux, les spécialités culinaires et viticoles du canton sont largement mises en avant. À Estavayer, Yverdon, Morges, Saint-Sergue, Villars ou encore Vevey, le ver de Chasselas et les incontournables du patrimoine culinaire vaudois font partie intégrante de la manifestation. À Montreux et Lausanne, les produits certifiés d'ici ont aussi la part belle. L'igloo du terroir, au cœur de la cité lausannoise, et la ferme du terroir, sur les quais de la Riviera, proposent des plats roboratifs et savoureux ainsi qu'une sélection de boissons garanties 100% vaudois. Que ce soit lors d'une sortie entre amis, pour un repas de fête en famille ou pour vos cadeaux de Noël, profitez de l'offre locale et festive proposée par les marchés de Noël de la région.
Prométer, l'association vaudoise de promotion des métiers de la terre, les vins vaudois et leur vinothèque en ligne vauvin.ch et le label Vauplus certifié d'ici, qui garantit l'origine des produits du terroir vaudois, présente Agriculture durable.